tous, on va pouvoir commencer. Bonjour et bienvenue à cette conférence sur le composant sécurité. Le but de cette conférence est de bien comprendre son cœur. Bien comprendre reste indispensable de mon point de vue pour être vraiment à l'aise avec ce composant. Alors, avant de continuer, parlons un petit peu de moi. Je m'appelle Joseph Rouff, j'ai 24 ans. J'ai travaillé dans différents types d'entreprises, des SS2I comme SQLi, des startups comme netvibe.com et lafourchette.com où j'étais lead développeur. Et depuis maintenant un petit peu plus d'un an, je suis chez Sensio Labs. Et je lead le développement sur le produit Insight que Fabien vous a présenté hier matin. Donc on peut dire que je suis assez chanceux. Alors, vous pouvez voir en bas les informations, mes coordonnées, mon Twitter, @roufj, ROU2FJ, mon GitHub, github.com/roufj, et mon blog juste à droite. Alors, quelques informations pratiques pour ceux qui se poseraient la question, parce que ça va être une conférence avec pas mal de notions abordées. Vous n'avez pas besoin de prendre des notes. En effet, la vidéoconférence et la conférence est filmée en vidéo à l'adresse que vous voyez ici. Les slides également seront disponibles à la toute fin de conférence. Je vais les rendre publics et donc vous pourrez les lire chez vous si vous voulez. Et également, vous pourrez exécuter l'intégralité des exemples que vous verrez durant cette conférence chez vous si vous le souhaitez. Car le code source sera disponible intégralement sur mon GitHub. Voilà, donc sur le projet How2 Security Bundle. Alors, voyons un petit peu comment va se dérouler la conférence. Premièrement, on va regarder un petit peu le constat d'utilisation du composant sécurité par rapport à ces utilisations. Ensuite, on va détailler les objectifs et le déroulement de cette conférence pour essayer de faire évoluer le constat initial. Et ensuite, on va voir, ça va être la majorité du temps, on verra des exemples concrets qui seront formulés sous forme de user story. Alors commençons par le constat initial. Globalement, on peut dire que le composant sécurité est mal compris. C'est certainement le moins bien maîtrisé des composants Symfony 2 par les utilisateurs. Alors, pour ça, moi, je vois deux choses. La première, c'est qu'il y a beaucoup de concepts à assimiler. Il y en a plus d'une quinzaine, plus de 15 concepts à assimiler, donc c'est assez lourd quand on est développeur. Et également le workflow qui reste complexe et assez obscur et qui peut dérouter les premières fois où on l'utilise, avec la notion d'authentification, d'autorisation, etc. Et puis, lorsqu'on est développeur et qu'on va au-delà des cas simples, on se rend compte que la majorité des développeurs sont un petit peu perdus. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils essayent d'appliquer des recettes sur Internet sans vraiment comprendre. On va essayer de trouver une solution se rapprochant le plus possible du besoin métier par tâtonnement et jusqu'à arriver à une solution à peu près convenable. Et après, un des critères, c'est qu'on voit que on espère ne plus y retoucher, un petit peu comme une boîte noire. Donc c'est un petit peu gênant d'être dans ces cas-là en tant que développeur. Alors maintenant, voyons les objectifs de cette conférence. Alors ça peut paraître un peu bizarre, donc 3 objectifs. Le premier objectif, à la fin de cette conférence, c'est que vous sachiez à quoi sert chaque concept obligatoire. Parce qu'il y a tout un tas de concepts, on avait dit qu'il y en avait plus de 15, et sur cette quinzaine, il n'y en a que 6 obligatoires. Donc on va se concentrer là-dessus et uniquement là-dessus. Donc par exemple, c'est quoi un firewall? C'est quoi un authentication listener? C'est quoi un token? Un authentication provider, etc. Ensuite, chacun de ces composants, on va se poser la question comment et quand ajouter de nouvelles implémentations à ces concepts. Et enfin, le troisième objectif, c'est d'arriver à ce que vous maîtrisiez votre travail sur le composant sécurité au lieu de procéder par tâtonnement. Oups. Alors, ça peut paraître un petit peu étonnant. Comment on peut y arriver le temps d'une conférence? Donc ce qu'on va faire, en un peu moins de 45 minutes, c'est recoder ensemble le composant sécurité. Alors, uniquement les concepts
obligatoires, pas les optionnels. Pour que ça paraisse moins abstrait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se baser sur un projet concret, avec des besoins métiers exprimés sous forme de user story. Et donc ça montrera, en fait, ça démontrera que chaque concept a pour origine un besoin métier uniquement, et c'est pas parce qu'on trouvait ça bien qu'on a rajouté tel et tel concept. Alors, comment y arriver? On va se baser sur un projet concret, comme on a dit. C'est une application ultra complexe, 2 pages. La première page qui est la page d'accueil et une deuxième page d'administration. Et à partir de cet exemple simplissime, on va réussir à illustrer l'ensemble des concepts de composants sécurité via les demandes de son propriétaire. Alors, maintenant passons aux exemples concrets. Imaginons que le propriétaire du site internet qu'on a vu juste avant veut que la sécurité de l'application soit gérée par le composant Simple Security. Donc ce sera notre réimplémentation du composant sécurité. Pourquoi est-ce qu'il veut l'appliquer? Parce qu'il a entendu de bons échos, donc il veut qu'on utilise ça pour gérer la sécurité de son site. Pour arriver à cette user story, je vais vous poser une question. Comment est-ce que, à votre avis, on peut intercepter avec Symfony 2 chaque request reçu par une application Symfony? Comment? Alors, pas tout à fait ça. Non? Alors, voilà, c'est un event subscriber, c'est pas un event listener. Et il va s'abonner à l'event kernel request. Et avec ça, simplement avec ça, on va pouvoir être au courant de l'ensemble des requêtes qui sont faites sur l'application. Maintenant, donc, on a toutes les informations pour arriver à coder cette user story. On va voir l'implémentation. Donc vous pourrez chez vous regarder, là il y a le lien, GitHub. Voilà. Alors vous pouvez voir, chaque user story donnera lieu en fait à une pull request sur GitHub. Donc vous pourrez le consulter pareillement après. Là, nous avons un lien qui correspond à la slide correspondant à la user story. Et on va regarder un petit peu l'implémentation, qui correspond à l'implémentation réelle du composant sécurité. En gros, là, ce que l'on a fait, par rapport aux questions que je vous ai posées, c'est on a implémenté un Event Subscriber Interface qui analyse chaque requête HTTP gérée par l'application. Donc là, en fait, voyez cette classe comme un bridge, donc un pont ou un connecteur entre le composant sécurité et l'application à protéger. C'est le point d'entrée pour que le composant sécurité connaisse votre application. Et cette tâche, donc, est gérée par ce qu'on appelle le firewall. Donc, vous pouvez voir l'analogie avec le firewall que vous installez sur votre ordinateur. Il va analyser tous les paquets entrants, quels qu'ils soient, et puis certains, il va faire des traitements particuliers. Mais il prend toutes les requêtes entrantes, et là, c'est exactement le même principe. Alors là, vous avez le petit lien vers l'implémentation réelle. Et voilà. Et ça correspond, et on voit ici que le getSubscribed event correspond bien au kernel, à l'event kernel request, et c'est cette méthode qui sera appelée à chaque fois. Donc là, c'est vraiment le point d'entrée. Donc si vous désactivez par exemple cette classe sur le vrai composant sécurité, il ne pourra plus protéger votre application. Donc c'est la première chose à faire. Maintenant, alors revenons un petit peu sur les concepts qui ont été abordés sur cette user story. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose, juste un seul. On a vu le firewall. Donc là, le firewall, son rôle, c'est d'intercepter et d'analyser chaque requête entrante. Exactement pareil que le firewall que vous installez sur votre ordinateur. Alors, pour bien vérifier que vous avez compris un petit peu le rôle du firewall, à votre avis, est-ce que je dois créer un nouveau firewall
si mon application utilise Zend et utilise le composant sécurité, celui qu'on vient de créer ou le réel. Est-ce qu'on a besoin de créer un nouveau firewall, à votre avis? Hein? Non? Pas besoin? Ok. Alors on va vérifier ça. Eh bien si, là il y en a besoin. Pourquoi? Parce que Zend ne se base pas sur le composant HTTP kernel. Et on avait dit qu'il avait besoin de le firewall de récupérer l'ensemble des requêtes entrantes. Et sur Zend, c'est autrement qu'on fait les choses. Donc il faudra implémenter un nouveau firewall. Alors dans le cas de CakePHP, à votre avis, est-ce qu'il y a besoin de réimplémenter un firewall si on a une application CakePHP? Oui? Ok. Donc effectivement, c'est dans le même cas de Zend. Et pour Silex? Pourquoi? Voilà. Parce qu'il y a un HTTP kernel. Donc là, c'est pas la peine. Maintenant, passons à la deuxième user story. En tant que simple visiteur, je ne dois pas pouvoir accéder à l'administration. Alors là, ce qui est un petit peu gênant, donc on vous avait dit que je vous avais dit que sur l'application existante, elle n'était pas sécurisée, donc la personne peut, même si elle n'est pas autorisée, aller sur la page d'admin. Donc c'est très gênant. Le propriétaire, lui, ce qu'il veut, c'est au plus vite régler ce problème et que le simple utilisateur ne puisse pas y accéder. Donc pour arriver à régler cette problématique rapidement, il y a besoin de répondre à deux questions. La première question, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire pour déclarer qu'une URL fait partie intégrante de l'admin? Une URL parmi un ensemble d'URL de l'application. Une idée? Comment? Voilà, ce serait en fait, l'idée, ce serait de mettre un pattern d'URL correspondant à l'ensemble des URL qui correspond à l'administration. Donc là, on dirait, c'est comme quand vous utilisez le security.yaml, vous avez administration et vous lui affectez un pattern. Donc c'est ça qu'il faudra qu'on arrive à faire simplement. Oh, pardon. Bon, bah c'est pas grave. La question, ça aurait été, voilà, comment savoir si une URL correspond à un pattern? Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, bon. Il faut utiliser un request matcher. Et avec ces deux informations, déjà, ces deux informations indispensables pour coder le composant sécurité. Donc, on va voir maintenant l'implémentation. Hop, là. Ah, c'est un peu trop... C'est visible. Alors... Là, on va retourner un petit peu sur la classe Firewall qu'on avait créée auparavant. Qu'est-ce qui a été ajouté? On voit qu'il y a, comme ce qu'on avait dit là, le pattern. Donc on dit que toutes les URL qui correspondent à /case1 /admin /étoile, toutes ces URL là, eh ben, on doit faire quelque chose avec. Et ça va être les URL qui devraient être protégées. Et ça, en fait, cet ensemble d'URL, dans la terminologie Symfony, c'est des firewalls. Mais moi, je préfère utiliser la notion de rules parce que ça évite de confondre avec la classe firewall et les firewalls. Donc, on dira plutôt rules. Alors, ce qu'on voit également là, dans cette requête, dans cette méthode qui est appelée à chaque requête qui arrive sur l'application, ce qu'il va faire, c'est qu'il va itérer sur l'ensemble des rules et il va regarder si l'URL courante qui a été interceptée se trouve dans un des patterns. Et si c'est le cas, à ce moment-là, ce qu'avait dit le patron, c'est de setter au plus vite, donc de setter une restreindre l'accès et setter une réponse. Et cette réponse, je mets une 401 pour dire que il faut une authentification pour y avoir accès. Donc là, on a répondu à la problématique urgente de restreindre l'accès. Alors vous verrez que ça, c'est pas l'implémentation réelle, on va la faire évoluer par la suite. Alors là, au niveau des concepts, on a vu un deuxième, on a vu le firewall. Là, on voit la rule. La rule fait correspondre en fait un pattern d'URL avec un authentication listener que l'on verra par la suite.
Maintenant, voyons un petit peu, c'est la user story la plus importante, qui va être un petit peu la plus longue. Donc, je l'ai scindée en deux parties. Donc là, l'utilisateur veut, le propriétaire veut pouvoir s'authentifier via le mécanisme d'authentification HTTP. Parce qu'à l'heure actuelle, on arrive sur l'admin en tant que simple utilisateur, mais l'accès nous est directement refusé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est afficher la petite pop-up HTTP pour pouvoir s'identifier. Donc pour ça, il y a deux choses. C'est vraiment le cœur du workflow en fait, d'authentification. Dans le workflow d'authentification, il y a besoin de se poser deux questions. Et les concepteurs du composant, c'est comme ça qu'ils se les ont posées. La première, c'est comment est-ce que je peux faire pour récupérer les informations requises pour l'authentification depuis la requête courante. Donc on voyait depuis le firewall en fait. Et la deuxième question qu'il faut se poser, c'est comment utiliser maintenant les informations qu'on a récupérées depuis la request courante, qui possède normalement ces informations, pour essayer d'authentifier l'utilisateur par rapport à une source de données, par exemple une base de données. Alors on va commencer par la première partie, donc là User Story 3A. Alors là je veux récupérer les informations requises pour l'authentification. Première question, à votre avis, comment reconnaître une authentication request? Donc ça c'est une petite notion qui dit en fait toute simple, qui dit que la requête courante contient les informations d'authentification de l'utilisateur. Par exemple, dans le cas d'un formulaire, login mot de passe, ce sera le login et le mot de passe. Si dans la request se trouve le login et le mot de passe en poste, c'est une authentication request. Vous voyez à peu près? Oui? Alors, maintenant, dans ce cas précis, comment reconnaître une authentication request par rapport à ce que je vous ai dit? Comment? Exactement, c'est ça. C'est par la présence du header PHP auth user. Pourquoi? Parce que lorsqu'on récupère la requête entrante, on va vérifier si dans les headers on voit le username, ça veut dire que la personne a tapé son login, son mot de passe dans la petite box HTTP et qu'on peut tenter de l'authentifier. Donc on a besoin de cette information. Ah, j'ai encore cliqué. Non, c'est bon. Maintenant, deuxième question. Quelles informations sont requises pour l'authentifier, pour l'authentification? Là, dans ce cas-là, il y a besoin de... Voilà, exactement. On a besoin du login et du mot de passe. Si on était, admettons, dans une authentification, je ne sais pas, haute, par exemple, ça aurait été pas login, mot de passe, mais ça aurait été le token, le petit numéro de série qui est renvoyé en fait. Donc là, ça aurait été qu'un seul critère, qu'un seul champ. Là, il y en a deux. Et il peut y en avoir éventuellement trois si on aurait voulu qu'il y ait le login, le mot de passe et le numéro de téléphone. Ça aurait été les trois critères pour arriver à authentifier l'utilisateur. Voilà. Donc là, PHP underscore auth underscore user et underscore PW pour récupérer le mot de passe. Donc toujours depuis les headers. Maintenant, au niveau de l'implémentation, voyons un petit peu ce que ça donne. Encore une fois, c'est trop grand. C'est bon? Ouais, c'est bon. Alors, on va regarder encore une fois sur le firewall. Il est où le firewall? Il est là. Donc le firewall qu'on avait créé, là, de user story avant, on voit qu'on a ajouté quelque chose en fait, à la rule, là, /admin /étoile, on lui a affecté un authentication listener qui s'appelle HTTP authentication listener. Donc là, dans ce cas-là, son rôle, ça va être d'analyser la requête et de regarder s'il y a les critères d'authentification pour une requête de type HTTP basique. Et si ça aurait été, par exemple, une authentification via formulaire, POST, on l'aurait appelé Form Authentication Listener. Voilà. Alors, ce qu'on peut voir également, c'est que là, on a enlevé pour le moment la solution de rapidité qui était de citer la réponse. Et ce qu'on fait à la place, c'est qu'on itère, en fait, si la requête courante correspond à un des patterns définis ici, qui correspond en fait à votre security.yaml,
on itère sur l'ensemble des authentication listeners de ce pattern. Donc là, il n'y en a qu'un seul pour le moment, c'est HTTP basique. Et il va demander à cet authentication listener d'essayer de gérer la request. Et s'il y arrive, dans ce cas-là, donc il itère sur l'ensemble en fait, des authentication listeners jusqu'à retourner une réponse. Et tant qu'il n'y a pas de réponse qui est retournée par un des listeners, des authentication listeners, il continue à itérer sur l'ensemble des authentication listeners existants. Donc là, on voit effectivement qu'un authentication listener, il pourrait y avoir un form authentication listener, un digest authentication listener, un OAuth authentication listener, etc. Maintenant, voyons un petit peu la tête des authentication listeners que normalement vous devez implémenter lorsque vous faites du développement custom sur le composant sécurité. Première chose, c'est qu'on implémente une interface listener interface et elle contient une méthode, la méthode handle, et on retrouve là les réponses à nos questions que j'ai posées juste avant. On vérifie premièrement si la requête en cours est une requête de type authentification. Donc là, une requête de type authentification, c'est si dans les headers se trouve le PHP auth _ user, comme vous m'avez dit. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, on dit qu'on renvoie une réponse 401 avec les headers www.authenticate qui demande en fait au browser d'afficher la login box. Donc c'est comme ça que le composant sécurité gère toute cette partie-là. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, dans le cas où l'authentication request, c'est la requête courante est bien une authentication request, à ce moment-là, il récupère les informations de la request et il les met dans un token. Et ce token, dans ce cas-là, on avait dit qu'on avait deux critères, le login et le mot de passe. Donc on a créé un login password token. Si on était dans le cadre de OAuth, on aurait passé uniquement le serial, enfin le numéro de série, parce que ça s'appelle aussi token, mais bon, l'access token finalement. Et il s'appellerait, comment il s'appellerait là, ce token? Si c'était un OAuth token? Bon, bah, je l'ai dit. C'est un OAuth token. Et donc voilà. Déjà là, il y a une bonne partie du composant de sécurité qui a été déroulée. Donc c'est pas si compliqué que ça en fait. Il y a assez peu de lignes de code. Il faut juste bien comprendre en fait les concepts et comment ça a été fait. Alors, maintenant, un petit récapitulatif sur les concepts. Là, il y en a un petit peu plus. Le premier, c'est le concept de token. Comme on a dit, il contient l'ensemble des données relatives à l'authentification. Donc là, login password token, phone password token si on utilise le numéro de téléphone et le mot de passe, et voilà, OAuth token si on utilise de l'OAuth par exemple. Ensuite, on a la notion d'authentication request, alors qu'il n'est pas clairement exprimé dans le composant sécurité. C'est pas un concept qui existe en tant que classe, mais qui est important de connaître lorsqu'on développe un authentication listener. Donc là, dans ce cas-là, c'est la request qui contient les informations d'authentification. Donc dans le cadre d'un formulaire, ce sera le login, le mot de passe, admettons. Et ensuite, la notion d'authentication listener, son seul rôle, c'est de récupérer les informations qui se trouvent dans l'authentication request pour lancer l'authentification. Et voilà, c'est récupérer l'information de la request courante, la mettre dans un code token, et après demander à quelqu'un d'authentifier ce token. C'est tout. Maintenant, deuxième partie de l'authentification. Donc on a mis les informations de la request dans un token. Maintenant, ce token, il faut arriver à l'authentifier. Comment est-ce qu'on va arriver à l'authentifier? Première question qu'il faut se poser, c'est comment vérifier la validité d'un token? Comment on va vérifier que, par exemple, notre login mot de passe est valide, à votre avis? Comment? Exactement. Il faut une requête en base. On a besoin de cette notion-là. Voilà.
on aura besoin de comparer les informations du token à celles d'un data store. Donc que ce soit une requête en base de données, une requête à un web service, une requête à, je sais pas, un LDAP. Voilà, c'est cette étape-là. Et ensuite, à votre avis, alors là, il faut comprendre un petit peu le composant sécurité en amont pour répondre à cette question, c'est comment peut-on déclarer un token comme étant authentifié ? Exactement, c'est exactement cette réponse-là. Donc, là, on le voit, on passe au niveau de l'Authentication Listener, on crée un nouveau token, et on crée un token qui n'est pas authentifié, et ce token-là, après, il est passé à quelque chose, et ce quelque chose, il va, s'il match une correspondance dans, par exemple, sa base de données, il va créer un nouveau token, et il va le mettre comme étant authentifié. Et là, à ce moment-là, on a un token authentifié. Et deuxième petite étape, pour que ce soit complet, c'est qu'il faut ce quelque chose, qu'on verra après, il ajoute en fait, non c'est plutôt, pardon, c'est l'Authentication Listener qui récupère l'Authenticated Token et l'ajoute au Security Context. Donc on verra ça plus concrètement sur l'implémentation. Alors, donc toujours là, notre firewall, qu'est-ce qu'on a fait comme changement particulier ? Déjà, on a créé un Authentication Provider, donc un array Authentication Provider. On aurait pu, comme vous l'avez dit, si on voulait faire vérifier en base de données, on aurait créé par exemple, le DBAL Authentication Provider. Et donc là, ce rôle de ce concept d'Authentication Provider, c'est d'essayer d'authentifier à tout prix le token qu'on lui passe par rapport à une source de données, en fait. Donc là, notre source de données, on a fait simple, c'est un array. Donc on lui passe un array avec un seul utilisateur, un admin, avec comme information un mot de passe et des rôles. Et ce qu'on fait, en fait, et ce que fait le composant sécurité quand vous l'utilisez, c'est qu'il prend cet Authentication Provider qui a été créé et il le passe à l'Authentication Listener. Donc là, l'Authentication Listener, il faut que c'est un petit peu comme en MVC, le rôle du contrôleur. C'est un petit peu le chef d'orchestre. C'est lui qui manipule l'ensemble. Donc c'est une pièce importante du composant sécurité. Donc on lui passe l'array provider et on lui passe le security context, comme on avait dit dans les questions. Ensuite, on voit l'implémentation de l'array Authentication Provider. Il implémente l'interface du composant sécurité Authentication Provider interface et il a juste une méthode Authenticate. Et cette méthode Authenticate, ce qu'elle fait, c'est qu'elle itère sur le tableau qu'on lui a passé, ou bien elle fait une requête en base de données, et elle le compare, elle essaye de trouver à tout prix une entrée de la base de données qui correspond aux informations que l'utilisateur a rentrées dans son HTTP box. Et s'il y arrive, vous voyez là, on retourne un Authenticated Token. Donc, comment c'est fait un Authenticated Token? C'est le login, le mot de passe et les rôles de l'utilisateur. Si on ne passe pas les rôles, ça devient un... si on n'a pas les rôles, ce n'est pas un Authenticated Token. Et voyons là rapidement ce qu'on a rajouté dans l'Authentication Listener. Donc on voit qu'on lui passe les différentes informations, l'Authentication Provider, le Security Context. Et dans sa méthode handle, on a rajouté, faites pas attention à cette ligne, c'est une typo que j'avais fait, c'est l'Authentication Provider, il délègue la responsabilité d'authentifier l'utilisateur courant à l'Authentication Provider. Donc il dit, Authentication Provider, s'il te plaît, authentifie-moi le token que j'ai réussi à extirper de la request. Et s'il y arrive, dans ce cas-là, on
appelle le security context et on set le token. Et là, finalement, si on s'arrêtait là, vous avez toutes les informations, vous savez tout ce qui se passe dans le composant sécurité au niveau de l'authentification. C'est pas plus compliqué que ça. Là, on voit, il y a peut-être, en tout, on a dû coder 50 lignes, mais on a codé l'essentiel de ce que fait le composant sécurité, sans les petits détails, mais voilà. Alors, revoyons un petit peu aussi les concepts dans cette user story. Premier concept, l'authentication provider. L'authentication provider, c'est donc lui, son rôle, c'est de tenter de transformer, je dis bien tenter parce qu'il n'y arrive pas à tous les coups, tenter de transformer le token en authenticated token via une source de données, quelle qu'elle soit. Ça peut être un web service, un LDAP, une base de données MySQL, un fichier JSON, un fichier XML, tout ce que vous voulez. Ensuite, le security context. Le security context, quant à lui, contient le token de l'utilisateur actuellement connecté. De plus, c'est ce security context qui est accessible depuis n'importe où dans l'application. Donc vous pouvez y accéder depuis vos contrôleurs, vous passez généralement le security context à vos templates Twig et vous pouvez y accéder via voilà, le app security context ou un truc comme ça. Voilà. Alors maintenant, encore une fois, un petit quiz là pour les concepts que l'on a vus. Imaginons une application qui commence par proposer aux utilisateurs de s'authentifier via un formulaire avec un numéro de téléphone et un mot de passe, un petit peu comme Facebook fait. On peut s'authentifier via son numéro de téléphone. À votre avis, il y a besoin de quoi de ces trois concepts? Authentication Listener, Token, Authentication Provider, en sachant que avant il n'y a rien du tout. On a besoin de créer lequel des trois ou lesquels des trois? Les deux derniers? Les trois derniers, ben on va voir ça. Alors, c'est effectivement les trois derniers parce on part du principe là qu'on n'a strictement rien avant. Donc on va tout créer. On a besoin d'un authentication listener qui va récupérer en post les données de la request, le numéro de téléphone et le mot de passe. Donc là, ça justifie la création de l'authentication listener. Ensuite, on a besoin d'un phone password token à qui on passera en fait le numéro de téléphone et le mot de passe. Et enfin, l'authentication provider, c'est lui qui va par exemple on va lui passer une connexion à MySQL et puis il va essayer de tenter d'authentifier le token courant. Donc voilà pourquoi on a besoin de ces trois notions-là. Maintenant, imaginons que dans cette même application, on essaye d'authentifier l'utilisateur, cette fois-ci via les headers, mais en demandant toujours les mêmes informations, le numéro de téléphone et le mot de passe. On a besoin de créer quoi? Les trois? Et non, pas les trois. On a juste besoin de créer... Il y a quelqu'un qui fait bouger le... Voilà. C'est bon. On a juste besoin de créer l'authentication listener. Alors pourquoi? Là, on voit que la seule différence avec le premier cas, c'est le mode de transport des données en fait. On ne passe plus par le formulaire, donc c'est-à-dire par les données en poste, donc du numéro de téléphone et du mot de passe, mais là on passe par les headers. Donc on n'a pas besoin de faire request flash request get le mot de passe et le numéro de téléphone, mais on a besoin de faire request flash headers flash get numéro de téléphone et mot de passe. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un authentication listener, mais on n'a pas besoin d'un token parce que les informations c'est les mêmes, c'est le numéro de téléphone et le mot de passe. Et l'authentication provider c'est pareil, on utilise la même connexion à la base de données. Voilà, donc dans ce cas-là, il y a juste besoin de créer un seul des concepts. Maintenant, troisième cas un petit peu plus compliqué, c'est la personne veut, en plus de ça, ajouter la possibilité de s'authentifier via Google+. Là, par rapport à tout ce qu'on a vu avant, il y a besoin de quoi? Hein?
Alors, token, il y a besoin de quelque chose d'autre ou pas? Hein? Provider, ouais. Bon, bah voilà, donc on dit que c'est les trois. Et effectivement, c'est les trois. Alors pourquoi? Même justification. Google, pour s'authentifier, c'est via de l'OAuth 2. Donc OAuth, il y a besoin d'un nouvel Authentication Listener, parce que là, on récupère plus les données depuis les headers ou depuis le formulaire, mais depuis une query, en GET, avec un nom qui s'appelle par exemple token ou access token. Donc on a besoin de récupérer qu'une seule information, donc il y a besoin d'un Authentication Listener. Il y a besoin d'un token, pourquoi? Parce que on a besoin, l'access token, eh ben on n'a pas besoin d'un téléphone et d'un mot de passe, mais juste d'un access token. Donc une information, création d'un nouveau token, OAuth token. Et troisièmement, Authentication Provider, parce que c'est qui fournit la possibilité de dire oui, cette personne est authentifiée ou pas? C'est Google, enfin c'est Google+, et c'est via le mécanisme d'OAuth. Donc il y a besoin aussi de créer un Authentication Provider. Ouf, bon, bah, c'est pas grave. Ouais, bon, bah voilà. Alors, il y a quelqu'un qui peut me dire pourquoi est-ce que là il y a besoin de créer... Pourquoi il n'y a pas besoin de créer un Authentication Listener et un token? Voilà, ça, c'est exactement ça, c'est que c'est le même protocole OAuth, ils utilisent OAuth 2 également, donc il n'y a pas besoin. En revanche, petite astuce, c'est que si, par exemple, vous essayez avec Twitter, là, il y aura besoin de créer les trois. Pourquoi? Ils utilisent OAuth, mais c'est OAuth 1. Et OAuth 1, c'est pas les mêmes informations qui sont demandées, donc il y aura besoin de créer les trois. Alors... Maintenant, voyons un petit peu donc la quatrième user story. On a fait le plus gros. On a vu tout le concept d'authentification et tout ce qui se passe à l'intérieur. Et là, normalement, avec ces informations-là, vous devriez comprendre tout ce que fait le composant sécurité, le vrai. Alors, sur cette quatrième user story, elle dit « Si je me trompe en m'authentifiant, je dois pouvoir réessayer ». À l'heure actuelle, lorsque un utilisateur essaye de se connecter par exemple sur l'espace d'administration, et elle rentre, donc il y a la petite pop-up HTTP qui s'affiche, elle met le login, le mot de passe. Si elle se trompe pas, très bien, mais si elle se trompe, ce qu'on aimerait c'est la réafficher encore une fois. Et ça se fait pas automatiquement, donc on a besoin de créer quelque chose, et c'est ce qu'on va voir dans cette user story, pour la réafficher encore une fois jusqu'à ce qu'il ne se trompe plus. Donc là la question c'est, dans notre cas d'une HTTP Authentication basique, là, une authentification HTTP basique, que faire si l'utilisateur n'est pas authentifié? À votre avis, est-ce que par rapport à ceux qui connaissent un petit peu peut-être le protocole d'authentification basique, qu'est-ce qu'on retourne? Comment? Voilà, c'est ça, c'est qu'il faut retourner, on dit, si l'utilisateur n'est pas authentifié, on retourne un code d'erreur. Là, c'est le code d'erreur 401 HTTP qui dit t'es pas authentifié. Enfin, tu as besoin de t'authentifier. Et en plus de ça, quand c'est HTTP basique, on a besoin de rajouter un header. Le header, c'est www-authenticate pour dire au navigateur, affiche la pop-up d'authentification. Voilà. Donc, voilà. C'est ça la réponse à la question. Maintenant, voyons un petit peu l'implémentation. Alors, voilà. Donc là, l'essentiel du travail, il est fait nulle part, uniquement dans l'Authentication Listener, le HTTP basique Authentication Listener. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute une propriété, on instancie un nouveau concept qui est le HTTP Basic Entry Point, et ce qu'on fait,
principalement, c'est qu'on fait un try-catch sur l'authentication provider. Et s'il n'arrive pas à authentifier l'utilisateur, à ce moment-là, en fait, l'authentication provider, il se trouve une exception, disant je n'ai pas trouvé l'utilisateur, voilà, il faut faire quelque chose. Et donc là, ce quelque chose, c'est quoi? C'est catcher l'authentification et on set là ce qui est retourné par l'authentication entry point. Et l'entry point, c'est rien que ça, c'est retourner une réponse, dans ce cas précis-là, 401, avec les headers www authenticate. Et, oui, voilà, là, c'est là-dessus. Hop, ouais, non, c'est pas grand-chose. Alors, dans cette user story, qu'est-ce qu'on a vu? Le seul nouveau concept qu'on a vu, c'est la notion d'entry point. Donc là, l'entry point permet en fait de relancer le processus d'authentification complet. Donc, si dans votre application, vous posez la question, est-ce que j'ai besoin de créer un entry point? Vous devez apporter une réponse à la question « Que faire si l'utilisateur n'est pas authentifié ?» Donc là, dans le cas par exemple d'un formulaire, vous avez un formulaire simple, bon, là le composant sécurité le propose. Mais qu'est-ce qu'on fait lorsque l'utilisateur se trompe de mot de passe? Généralement. Voilà, donc on retourne effectivement sur la page de login en disant avec un message d'erreur, vous n'êtes pas bien authentifié. Donc dans ce cas-là, on créerait un form entry point et on demanderait, on instancierait, on ferait un return redirect response avec l'URL du formulaire de login, tout simplement. Maintenant, alors là c'est l'avant-dernière user story. Je dois pouvoir m'authentifier en envoyant mes identifiants dans l'URL. Donc là, le propriétaire du site, il est un petit peu embêté parce que il doit à chaque fois, c'est une authentification interactive et donc il aimerait s'authentifier une bonne fois pour toutes, en évitant d'afficher à chaque fois la boîte HTTP là, de login. Donc ce qu'il nous dit, c'est de passer en fait les logins et le mot de passe dans l'URL directement. Alors pour arriver à cette user story, il y a besoin de répondre à 3 questions. La première, dans ce cas-là, c'est les mêmes questions que j'ai posées dans les premières user stories. Comment dans ce cas-là reconnaître une authentication request? Voilà, effectivement. Là, il faut regarder s'il y a les credentials, le login et le mot de passe. Ici, quelles informations sont requises cette fois-ci pour authentifier l'utilisateur réellement? Voilà, login password. Donc a priori, on n'a rien besoin de réinventer. Maintenant, par rapport à ces questions, à votre avis, cette user story nécessite-t-elle, j'espère que ça va passer, bon, je pense qu'il y aura la réponse avec, d'accord, ok. L'identifiant, le mot de passe, tac, c'est bon. Nécessite-t-elle un authentication listener, un token ou un autre provider dans ce cas-là? Pas besoin de token, pas besoin de provider? Voilà, bon, si ils sont déjà faits avant, donc on va vérifier ça. Et effectivement, ils sont déjà faits avant, donc il y a juste besoin d'un authentication listener. Alors, pour l'implémentation, alors, comme on a dit, il y avait uniquement besoin de créer un nouvel Authentication Listener, c'est tout. Et cet Authentication Listener, on le rajoute, on voit là dans le firewall, on le rajoute tout simplement dans le tableau associatif, contenant les Authentication Listeners. Et vous pourrez marquer qu'on ne l'a pas rajouté en dessous de l'HTTP basique, mais au-dessus, pour qu'il prenne le pas sur le HTTP basique. Voilà, et on lui passe les mêmes informations, le array provider et le security context. Et dans ce cas-là, voilà à quoi il ressemble l'authentication listener, l'URL authentication listener. Il gère le cas de si ce n'est pas une authentication request. Alors là, là c'est une erreur de ma part. Il ne faut pas setter la réponse parce que sinon il va boucler
vu qu'il passe à chaque fois par celui-ci, eh ben, il va toujours demander le mot de passe si il donne pas un login et un mot de passe dans la query. Et il passera jamais à l'authentication listener. Ce qu'il faut faire, dans ce cas-là, c'est faire un return nul. Et dans ce cas-là, il passe à l'authentication listener suivant. Voilà. Et pareil, on instancie le login password token. Donc là, on récupère les informations de la query, le login et le mot de passe, et on fait le même traitement. Et dans le cas où il y a une exception, eh ben, il l'appelle l'authentication entry point. Alors, maintenant, la dernière user story. Là, on va parler un petit peu de l'autorisation, non plus de l'authentification. Là, on dit que l'utilisateur authentifié, mais non admin, ne peut pas avoir accès à l'administration. Parce que là, on récupère un simple utilisateur qui arrive à s'authentifier, il peut aller sur l'admin sans problème. Comment est-ce qu'on peut gérer ce cas-là d'autorisation ? Première question à se poser, c'est qui décide de l'accès là aux ressources ? Que ce soit une URL, accéder à une URL pour un utilisateur authentifié ou un objet. Ça, il faut avoir des connaissances un petit peu avec le composant sécurité. C'est via l'Access Decision Manager. Et comment prend-il sa décision ? En comparant les rôles requis par la ressource, donc ça peut être une page, ça peut être un objet, mais les rôles requis par la page à ceux de l'utilisateur connecté. Et pour l'implémentation, la dernière implémentation, voilà, donc là ce qu'on voit, on crée un nouveau petit concept qui s'appelle, c'est pas un nouveau concept, on crée un access listener qui est mis après les authentication listeners, parce que les authentication listeners qu'on voit, URL et HTTP basique, leur rôle c'est d'authentifier l'utilisateur. Après, on part du principe que l'un des deux authentication listeners ont réussi à authentifier l'utilisateur. Et l'access listener, lui, se base sur qu'un utilisateur est déjà authentifié et a son security context qui est CT, et il va vérifier si l'utilisateur peut accéder à une ressource protégée. Donc là, ce que l'on donne, c'est un pattern d'URL que l'on souhaite protéger et on dit que, par exemple, toutes les pages de l'admin, elles ont besoin du rôle admin. Et ça, vous voyez ça dans votre security.yaml. Et rapidement, voilà l'access listener, rien de bien méchant. Il vérifie si la requête courante correspond à des URL protégées, et si c'est le cas, il appelle l'Access Decision Manager et il demande de décider si pour ce token courant et pour les rôles de la ressource, il peut donner accès à l'utilisateur. Et si ce n'est pas le cas, une access deny d'exception est levée, et donc dans ce cas-là, l'accès sera limité aux administrateurs. Les simples utilisateurs ne pourront plus y accéder. Et dernière chose, voilà. Et Access Decision Manager, c'est que dalle. Il implémente une interface, mais c'est tout bête. Voilà. Pour terminer, comme concept, on a vu ici l'Access Decision Manager et on voit qu'il décide si un Authenticated Token peut accéder à une ressource, que ce soit une URL ou un objet. Voilà, merci de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Petite note avant la question, c'est demain, ce que je propose, c'est Ascensio Labs. Pour ceux qui veulent, je ferai un petit atelier où on verra par exemple comment gérer la configuration avec Symfony, parce que ça aussi c'est assez complexe, ça rajoute de la complexité. Voilà, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez venir à Ascensio Labs demain pour le Hack Day. Oui. C'est bon. 1, 2, 3. Oui. Sinon, je vais...
Allô? C'est bon? Ouais. Moi j'avais une question, parce qu'on a vu justement, on parlait d'hôte et le fait d'avoir un login et un password, mais imaginons une application qui est en charge d'authentifier via hôte, enfin on passe le login et le password, et derrière on va obtenir l'access token et l'utiliser pour authentifier. Mais du coup on va utiliser deux tokens différents. Non, dans ce cas-là, effectivement, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on utilise deux tokens différents? Ici, c'est pas la peine parce que il y a juste besoin d'un no token. Pourquoi? Car en fait, si vous voulez, c'est l'entry point. Il va rediriger vers la page, par exemple Facebook, qui demande à l'utilisateur de s'authentifier avec son compte Facebook. Donc là, c'est Facebook qui gère toute cette partie-là. C'est pas l'application. C'est pas l'application. Oui, mais là, c'est en admettant que ce soit l'application qui gère aussi cette partie. C'est-à-dire si on gère les deux cas d'authentification par login mot de passe, via formulaire et via hôte. C'est ça. Oui, effectivement, on a besoin de créer deux tokens. Alors, en sachant, là, pour notre réimplémentation, j'ai créé un login password token, mais il existe déjà dans le composant sécurité. Donc, c'est pas la peine d'en créer un, mais il y a bien besoin que vous allez utiliser deux tokens. Un user password token et un OAuth token. On est d'accord. Et quand je vais faire la transformation au token identifié, ouais. Authentifié, je vais le transformer en quoi du coup? Si on utilise, parce que là, dans votre cas, c'est quoi? C'est, admettons, si l'utilisateur veut se connecter avec le login, son compte local, donc là, c'est une première gestion. Et puis, si l'utilisateur veut se connecter avec son compte hôte, de ce que j'ai compris, c'est une autre gestion. Donc, voilà, c'est deux gestions différentes. Je ne sais pas si j'ai été clair. Non, il n'y a pas d'authentification locale. En fait, ce serait l'application qui serait... On a un serveur hôte, mais c'est l'application qui va se charger d'authentifier l'utilisateur sur hôte et retourner l'access token. D'accord, donc on est d'accord. On est d'accord que c'est là il n'y a pas besoin de la gestion de login mot de passe. Le login mot de passe, la gestion de si, la première fois. Comment? La première fois du coup. Enfin. Ouais. Oui, c'est ça en fait. Non, ce serait pas forcément Facebook. Ça veut dire que vous avez des utilisateurs dans votre base de données qui sont que. Oui, ou accessibles via une API. Donc il y a deux options, soit les gens se connectent via l'inscription puis après ils se loguent, soit ils se loguent via Facebook. Ah. Via le service de Facebook. Non, du site local. Ce que je propose pour ce cas précis, on verra au niveau de l'atelier si vous voulez samedi. Voilà, ça peut être un peu compliqué. Mais normalement, dans ce cas-là, si j'ai bien compris, vous n'avez pas besoin, vous avez juste besoin de créer un OAuth token parce que la partie authentification avec login mot de passe, c'est Facebook qui s'en charge ou c'est Google qui s'en charge. Donc, au niveau de la sécurité de l'application, il n'y a pas besoin de le gérer. Bonjour. Je voulais juste avoir deux petites questions par rapport au login password token. En fait, donc, quel est l'intérêt d'en recréer un nouveau et de ne pas juste rajouter le rôle à celui qui existait déjà? C'est juste pour deux raisons. Déjà, on s'y retrouve mieux, c'est plus simple. Admettons, si on a besoin pour s'authentifier d'un login, d'un mot de passe et d'un numéro de téléphone. Là, d'utiliser le login password token, ça ferait bizarre. Non, d'accord, mais je veux dire, donc, parce que la première fois, alors si on a besoin de trois trucs, la première fois que la personne va envoyer, on va quand même mettre ça dans un autre token qui va prendre les trois, on est d'accord? Oui. Et donc après, la deuxième, donc du coup, quand on va comparer avec notre data store, on va recréer le même, sauf qu'on va lui rajouter le rôle. Alors. Ah oui. Alors, qu'on soit bien d'accord, c'est ça. On reprend le même. On n'a pas besoin de créer un nouveau token. Le token authentifié et le token utilisé par l'authentication listener, c'est exactement le même. Il n'y a pas besoin de créer il me semble, j'ai peut-être vu ça en vitesse, mais que tu faisais un new, du coup, quel est l'intérêt de faire un new, plutôt que de reprendre l'instance de l'objet déjà existant? C'est juste que là, que je réfléchis, là, dans ce cas-là, effectivement, on
pourrait le faire, mais je suis pas sûr que dans l'objet token il y a un set role. C'est histoire de pas modifier le token. Tu pourras essayer si c'est possible, mais je préfère réinstancier un nouveau token vu que c'est juste un data object. Okay. Et là, à l'heure actuelle, c'est le 3e paramètre, c'est les rôles. Donc c'est pour ça qu'on en recrée un autre. Et je crois qu'une fois qu'il est créé, on ne peut pas setter de nouveaux rôles. Et alors, question peut-être un peu conne, hein, mais quand tu recrées ton nouvel objet, ta nouvelle instance, pardon, voilà, tu repasses le password. Quel intérêt? Alors, je repasse le password. Quand il est authentifié, ouais. Donc à nouveau, tu lui passes login, password et le rôle. Alors, pourquoi pas passer nul? Parce qu'en fait, on n'a plus besoin du password à ce moment-là. Effectivement. Alors, ce qu'on voit là, je n'ai pas vu parce que c'était un petit peu trop... Alors déjà, ça c'est une implémentation. J'ai fait simpliste, c'est-à-dire tous les petits cas un peu particuliers, je ne les ai pas mis parce que sinon ce serait indigeste. Mais effectivement, l'utilisateur, le composant sécurité, lui... Alors, il met bien les logins et le mot de passe, il repopulate bien, mais après, au niveau de l'Authentication Manager, qui ne fait pas grand-chose, mais lui, son rôle, c'est de supprimer le mot de passe si on le souhaite. C'est une option, en fait. Voilà. Mais on est d'accord qu'a priori, il n'y a pas besoin d'avoir le mot de passe. Est-ce qu'il y a des cas où on aurait besoin de l'avoir, le mot de passe? Enfin, je veux dire... Comment ? Voilà, bah effectivement, a priori, voilà, c'est ça. Voilà, là, il pourrait y avoir un truc avec un token de sécurité. Moi, le Remember Me, je ne sauvegarderai pas le mot de passe, je mettrai quelque part en base de données le fait qu'il y a un ID ou enfin peu importe un truc unique qui m'authentifie une fois en fait. Et puis après, au pire, je le recrée s'il est. On peut faire ça. Voilà. Là, j'ai fait une version simple. Ce que je peux dire, c'est sur la partie le vrai composant sécurité. Lui, ce qu'il fait, c'est que une fois qu'il a retourné le token avec le login et le mot de passe, il y a possibilité de supprimer le mot de passe du token en option. Donc après, on peut creuser un petit peu plus. Mais une question, est-ce qu'il existe pour Symfony un bundle qui sert à gérer déjà toutes ces stratégies d'authentification? Oui, alors... Pour Facebook, pour énormément de providers qui simplifient, qui évitent de coder toutes ces stratégies et juste de les configurer. Ouais. Alors, il y en a par exemple, là, pour si vous voulez vous authentifier par exemple via Twitter, par exemple, il y a le False Twitter Bundle qui permet de faire ça, qui crée l'Authentication Provider, qui crée le nouveau token et vous n'avez rien à faire. Voilà. Donc oui, il en existe. Après, pour certains, par exemple Facebook, par exemple, il n'y a pas de hôte, par exemple de O2 bundle si. Ouais, il y en a un très bon qui est fait par, j'ai oublié le nom de la boîte, c'est HWIO, un truc comme ça, c'est comme Hardware en fait, un groupe, peu importe, ça, quelqu'un qui confirme. Non, c'est ça, HWIO. Et lui, en gros, il supporte O2 et il est vraiment agnostique. Et par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Sensio Connect, hein, vous connaissez forcément. Il y a des gens qui l'ont utilisé et voilà, ça fonctionne avec Sensio Connect parce que nous, on respecte O2, lui, il respecte O2. Il y a juste à mettre les bons clients, secrets, le choix, quoi. Et c'est bon, ça fonctionne. Donc oui, il y en a, il fonctionne vraiment. Donc effectivement, s'il en existe un, et puis, mais ce qui est important, c'est d'avoir un hôte. Dans le cas, par exemple, de hôte, c'est important de ne pas réimplémenter une connectivité, par exemple Facebook et Google. Ne créez pas un Google token, etc. et puis un Twitter, un Facebook token. C'est pas la peine. Vous créez un autre token si vous en avez besoin, si vous voulez pas réutiliser quelque chose d'existant. Voilà, c'est plus simple. Il y a d'autres questions ? Bon bah bon appétit et puis sinon voilà. Donc, demain si vous voulez je rappelle Ascensio Labs si vous voulez venir. Attends, je vais juste... Merci. Elle a mangé, elle m'a dit oui. Après, comme hier, il y avait...
Là-dedans, j'ai bien compris comment ça fonctionne. Ça va. Et pareil, je dois